Le 25 décembre 2025, jour de Noël, les États-Unis ont mené leur première frappe militaire officielle sur le sol nigérian. L'annonce a été faite par le président américain Donald Trump lui-même, affirmant que des missiles américains avaient visé des camps de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. Ces frappes s'inscrivent dans un narratif déjà installé depuis plusieurs semaines. Donald Trump accuse le groupe terroriste de cibler et tuer vicieusement principalement des chrétiens innocents. Une accusation lourde, répétée par plusieurs de ses alliés politiques, mais jamais étayée par des preuves précises ni par la citation d'attaques clairement identifiées. Trump avait pourtant prévenu, si Abuja ne mettait pas fin à ces violences, eh bien Washington interviendrait militairement. Alors le 25 décembre, plus d'une douzaine de missiles de croisière ont été tirés depuis un navire américain positionné dans le golfe de Guinée, frappant ainsi deux camps présumés de l'État islamique dans l'État de Sokoto. Selon le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, les frappes auraient tué plusieurs terroristes. Aucun chiffre précis, aucun bilan civil communiqué. Dès lors, si certains applaudissent Washington, de lourdes interrogations s'imposent, car ces frappes ne tombent pas du ciel. Quelques jours plus tôt, des survols du ciel nigérian par des appareils militaires américains avaient déjà été signalés officiellement. De la collecte de renseignements pour neutraliser les groupes terroristes, ces avions décollaient du Ghana, pays devenu une base logistique clé. Ce schéma rappelle donc un épisode troublant. Un C-130 détecté récemment au-dessus du Burkina Faso, officiellement nigérian, qui aurait, selon Abuja, subi un problème technique alors qu'il se rendait au Portugal. Pourtant, un C-130, pour rappel, est un avion également de renseignement entre autres. Difficile donc au regard des événements actuels de ne pas y voir un scénario identique. Première question fondamentale qu'il faudrait se poser. Le Nigeria est-il devenu incapable de mener seul la guerre contre le terrorisme? La question est bien sûr légitime. Il y a à peine quelques semaines, Abuja minimisait le rôle de la France. Peut-être pas minimisait, mais en tout cas lors de son intervention au Bénin, après la tentative de coup d'État contre Patrice Talon, parlant d'une simple coopération en matière de renseignement, tout en affirmant avoir déployé ses propres soldats. Une opération lourde sur le plan logistique, on imagine Abuja s'est mis au devant de la scène. Et bien lors du renversement du président nigérien, cette fois-ci Mohamed Bazoum, le Nigeria se disait même prêt à intervenir militairement. Il fallait sauver le soldat Bazoum. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Rappelons-le, sous la présidence de Goodluck Jonathan, une coopération militaire efficace entre le Nigeria et le Cameroun avait permis de repousser Boko Haram. Pourquoi Abuja refuse désormais de privilégier les alliances africaines, mais accepte l'intervention directe d'une puissance étrangère sur son sol? Comment comprendre qu'un État dit souverain, comme le Nigeria, ouvre son territoire aux frappes américaines? Deuxième axe de lecture, États-Unis-France, un redéploiement discret mais réel. Eh bien, alors que la présence française recule en Afrique subsaharienne et que les États-Unis peinent officiellement à mieux s'imposer, les faits racontent une autre histoire. Les deux puissances signent leur retour méthodiquement cette fois-ci. Eh bien, on a la France au Nigeria, on l'a vu avec le Bénin, les États-Unis au Nigeria et au Ghana, un retour stratégique silencieux mais concret. Troisième hypothèse, une politique d'encerclement. Regardons par exemple la carte. Le Nigeria partage des frontières avec le Cameroun et indirectement aussi d'une certaine façon le Tchad. Autrement dit, l'Afrique centrale n'est donc pas épargnée. Rien n'empêcherait donc demain à Washington d'estimer que, puisque le Cameroun est aussi victime d'attaques terroristes de temps en temps de Boko Haram, une intervention militaire américaine y serait donc nécessaire. Alors qui dit Cameroun, dit Centrafrique, Tchad, République démocratique du Congo, où les puissances occidentales sont déjà présentes. Le Nigeria partage aussi une frontière avec le Niger, lui-même voisin du Mali et du Burkina Faso, membre de l'Alliance des États du Sahel. Le Ghana, base arrière des avions américains, est donc frontalier du Burkina Faso et du Togo. Le tableau est donc clair. Un encerclement progressif des États africains
en particulier autour du golfe de Guinée, par les États-Unis et leurs alliés. Washington semble décidé à redevenir le gendarme du monde, y compris en Afrique. Et si cet activiste militaire annonçait ce fameux hiver noir évoqué par le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, de plus en plus l'Afrique ressemble à un nouveau terrain de confrontation géopolitique. Nombre de pays ciblés ou encerclés entretiennent des relations étroite, attention, avec la Russie, et ce n'est pas anodin. Comme en Ukraine, le continent africain serait-il devenu un champ de bataille indirect entre la Russie et le bloc occidental? Dernière interrogation et non des moindres. Lorsqu'on bombarde des camps terroristes, qui répond des dommages collatéraux, comme ce fut du côté du Nigeria? Qui protège les civils? Pour l'instant, aucun bilan officiel, aucun chiffre, aucun visage. Pour rappel, il s'agit donc de la première opération militaire américaine au Nigeria sous Donald Trump, dans un pays de près de 230 millions d'habitants. Washington affirme avoir agi à la demande des autorités nigérianes. Le chef du Pentagone, lui, s'est dit reconnaissant pour la coopération d'Abuja. Le Nigeria, de son côté, revendique une coopération de sécurité structurée avec ses partenaires, dont les États-Unis. Reste une question centrale, dérangeante, mais incontournable. Qui contrôle réellement la guerre sur le sol africain? Eh bien, votre réaction nous intéresse également, chers téléspectateurs. Pour répondre à cette question, commentez, mais aussi abonnez-vous, likez et partagez.